nous allons aborder la question des origines et de la spécificité de la philosophie. Mais avant toute chose, il nous faut déterminer le problème qui va nous préoccuper ici dans cette leçon. Qu'est-ce qu'un problème? Un problème est une difficulté que rencontre l'esprit et qu'il n'arrive pas à résoudre. Dans la vie, vous voyez, depuis l'école primaire, vous avez entendu parler de problèmes. En mathématiques également, vous avez entendu parler de problèmes. Mais le problème mathématique et le problème philosophique ne sont pas pareils parce que le problème mathématique, il admet une et une seule solution, quelles que puissent être par ailleurs les voies utilisées. En philosophie, en revanche, le problème n'admet pas à proprement parler de solution parce que le problème en philosophie est une question à réflexion. Et sur la base de cette question, des réponses multiples peuvent être apportées. Donc, quel est le problème qui va nous préoccuper ici, dans cette leçon? Il s'agira pour nous de définir la philosophie. Mais vous aurez remarqué, on n'a pas écrit tout de suite définition de la philosophie, nous avons écrit tentative de définition de la philosophie. Cela devrait quand même faire tilt dans votre esprit. Pourquoi tentative de définition de la philosophie? Pourquoi même voulons-nous définir la philosophie? Est-ce que le prof de mathématiques, vous avez l'habitude de faire les mathématiques, est-ce que le professeur de mathématiques qui arrive dans sa classe pour la première fois, ou même le professeur d'histoire, est-ce qu'ils définissent leur discipline avant de faire le cours? Pourquoi nous autres en philosophie éprouvons-nous le besoin de définir la philosophie avant de commencer le cours de philosophie? C'est parce qu'il faut le dire, il y a quand même une difficulté à dire ce qu'est la philosophie. Et c'est ce qui justifie précisément ce titre de tentative. Nous allons tenter de définir la philosophie. Les philosophes ont tenté de la définir. Et donc, cette notion de philosophie, elle s'entend de plusieurs manières. C'est la raison pour laquelle nous avons dit que la difficulté à définir la philosophie est liée à sa dimension polysémique. Autrement dit, la notion renferme plusieurs sens. Mais est-ce à dire alors qu'on ne peut pas s'entendre sur un sens minimal? S'il n'est pas possible de s'entendre sur un sens minimal, comment pourrons-nous alors engager le débat? Ce n'est pas possible. Donc, il nous faudrait, à l'instar des enseignements de Socrate, pour éviter le bavardage philosophique, il nous faudra définir nécessairement le problème. Donc, ici, de quoi il est question? En dépit de tout, les philosophes s'entendent pour dire que la philosophie est une réflexion rationnelle fondée sur l'esprit critique. Autrement dit, quelles que puissent être les démarches utilisées par les philosophes, je veux dire précisément quels que puissent être les contenus qu'ils donnent, les définitions qu'ils donnent de la philosophie, nous pouvons nous entendre sur ce sens minimal qu'on retrouve autour d'une démarche commune qui consiste à dire que la philosophie est une réflexion rationnelle fondée sur l'esprit critique. Une fois que le problème est posé, parce que le problème est d'une importance capitale, on peut même se demander pourquoi vouloir poser un problème avant de commencer le cours de philosophie. Ici, il y a une précision de taille à apporter, parce qu'en philosophie, la méthode est à confondre avec le cours. Il n'y a pas le cours de philosophie d'un côté et la méthode de la dissertation ou du commentaire de l'autre. Le cours de philosophie en lui-même est une méthode. Autrement dit, voyant le professeur faire, vous devrez vous aussi apprendre à faire exactement de la même manière. Autrement dit, demain, s'il vous était donné un sujet de dissertation, la première chose qu'il faudra faire, exactement comme nous l'avons fait ici, c'est chercher d'abord à poser le problème. C'est important. Mais ce n'est pas tout. Une fois que vous avez déterminé la question précise qui va constituer la charpente de la leçon, il vous faudra également
déterminer la démarche. C'est ce qui nous amène donc à la deuxième chose capitale que nous allons aborder qui concerne la démarche. Quelle va être notre démarche pour résoudre le problème? Un problème étant posé, il faut dire comment faire pour résoudre ce problème. C'est ce que donc nous avons appelé ici la démarche. Comment allons-nous procéder? Pour répondre à cette question, nous allons remonter aux origines de la philosophie. La question qui se pose est la suivante. Pourquoi remonter aux origines de la philosophie pour la définir? Pourquoi ne pouvons-nous pas la définir comme cela immédiatement et que nous éprouvons le besoin de remonter jusqu'aux origines pour la définir? Autrement dit, pour comprendre le sens de cette question, cela signifie que les origines devraient pouvoir renfermer des choses qui pourront nous intéresser pour déterminer la philosophie ou tout au moins pour la comprendre. C'est quoi? Donc la remontée aux origines nous permet de comprendre au moins deux choses. Quelles ont été les motivations premières de ceux-là qu'on a considérés comme étant les premiers philosophes? Autrement dit, qu'est-ce qui les a poussés aux recherches philosophiques? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose est la suivante. Comme l'indique le titre de la leçon, les origines et les spécificités de la philosophie, il sera question pour nous également de déterminer ce qu'on pourrait appeler les caractéristiques essentielles de la philosophie, autrement dit, les traits distinctifs de la philosophie, ce qui la distingue des autres modes de savoir ou peut-être même d'action. Et plus précisément, il sera question pour nous d'identifier les facteurs qui se sont conjugués, ou du moins que ceux-là que nous avons appelés les présocratiques ont su conjuguer pour favoriser l'émergence du discours nouveau qu'on appelle la philosophie. Parmi ces facteurs, on pourrait citer quelques-uns. Il y a des facteurs institutionnels, des facteurs géographiques, des facteurs économiques, sociaux et même politiques. Ce sont ces différents facteurs qui vont se conjuguer pour donner la naissance au discours que nous nommons aujourd'hui la philosophie. Nous allons poursuivre la réflexion. Pour rappel, il est bon qu'on ait en mémoire, qu'on ne perde pas de vue les questions qui nous ont préoccupés ou qui vont nous préoccuper tout au long de cette leçon. Nous avons dit, quand il était question pour nous de poser le problème, qu'il s'agira de rechercher dans un premier temps les motivations originelles de ceux-là que nous avons appelés les premiers philosophes, mais ensuite de déterminer les caractéristiques essentielles de la philosophie pour comprendre au bout du compte qu'elle est une discipline rationnelle fondée sur l'esprit critique. Parce que le problème qui nous préoccupe, c'est la définition de la philosophie. Alors, puisqu'il en est ainsi, aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est d'abord prendre le premier point, puisque nous avions annoncé qu'il fallait y aller étape par étape. Le premier point donc consistera à rechercher les motivations des premiers philosophes. Pour ce faire, nous avons intitulé la première partie « Du mythe à la philosophie ». Mais je vous rappelle qu'il ne faudrait jamais perdre de vue notre manière de faire. Donc, pour parler du mythe à la philosophie, pour prendre en charge ce point, nous allons commencer par poser le problème, parce que c'est important, puisque du mythe à la philosophie, ça va être la première partie de notre réflexion. Il est bon qu'on détermine également le problème qui va nous préoccuper, le problème précis qui va nous préoccuper dans cette première partie. Il s'agira tout d'abord de voir que avant le mythe, avant la philosophie, il y avait le mythe. Ça va être donc le petit point de cette première partie que nous avons intitulée « Avant la philosophie était le mythe », pour dire que la philosophie, au moment où elle est apparue, elle a trouvé sur place
une pensée, une réalité culturelle qu'on appelle le mythe. Après avoir étudié ce point, le deuxième sous-point qui va nous intéresser consistera à comprendre que la philosophie s'est construite contre le mythe. Elle a trouvé le mythe, elle va se construire contre le mythe. S'il en est ainsi, et il en est ainsi, il s'agira de montrer ce que la philosophie va apporter de nouveau et de différent. Et c'est ce qui justifie cette question, qu'apporte alors la philosophie de nouveau et de différent par rapport à la première forme de pensée qu'elle a trouvée sur place, à savoir la pensée mythique. Nous avons fini de poser le problème. Nous restons toujours fidèles à notre manière de faire. Il nous faudra maintenant dire comment nous allons procéder quand même pour prendre en charge ces points indiqués. Il s'agira donc pour nous ici de définir la démarche, c'est-à-dire le procédé méthodologique par lequel nous allons passer pour prendre en charge ces points que nous avons soulevés. Il s'agira pour nous de procéder par comparaison. Qu'allons-nous comparer? Nous avons dit que la philosophie, à sa naissance, elle a trouvé le mythe, elle apparaît, elle a trouvé le mythe. Donc, ce sont ces deux formes de pensée que nous allons comparer. Voilà pourquoi nous avons dit comparer la pensée mythique et plus précisément, parce que la philosophie n'est pas encore née, mais elle commence. Voilà pourquoi nous l'avons intitulé « Les premières formes de pensée philosophique ». Alors, comment allons-nous faire pour comparer ces deux types de pensée? Dans une comparaison, puisque nous avons deux produits, il est bon de commencer par les présenter. Nous allons donc présenter les pensées mythiques et les premières formes de pensée philosophique, si l'on veut, les balbutiements de la pensée philosophique. Une fois que nous les avons présentés, nous avons montré, voici la pensée mythique, voilà les premières formes de pensée philosophique. Cette comparaison, quand même, doit nous amener à quelque chose. Il s'agira, à travers cette comparaison, d'en déterminer les caractéristiques respectives. Autrement dit, une fois que nous avons présenté la pensée mythique, nous allons dire voilà les caractéristiques de la pensée mythique. Après cela, nous déterminons, nous présentons également la pensée ou les premières formes de pensée philosophique. Nous disons voilà ce qui caractérise cette pensée naissante qu'on appelle la philosophie. Bien, puisque nous avons dit que la philosophie a trouvé sur place la pensée mythique, logiquement, et qu'elle se construit également contre cette pensée, logiquement, il est bon que nous commencions la réflexion par la pensée mythique. C'est ce qui justifie que dans ce grand tas, que nous mettions la pensée mythique. Comment allons-nous nous y prendre? Nous pouvons commencer par définir la pensée mythique. Alors, c'est la raison pour laquelle, pour définir la pensée mythique, nous avons choisi, mais ce choix n'est pas arbitraire, nous avons choisi le texte de Mircea Eliade parce qu'il nous permettra au bout du compte de dégager les caractéristiques essentielles de la pensée mythique. Que dit Mircea Eliade? Comment définit-il le mythe? Voici ce qu'il dit. Le mythe est le récit des événements fabuleux des origines. Il raconte comment, grâce aux exploits d'êtres surnaturels, Dieu, héros, ancêtres mythiques, une réalité est venue à l'existence. Qu'il s'agisse d'un lieu, d'une espèce végétale, du cosmos tout entier ou d'un comportement humain, d'une institution. Ces événements perçus comme ce qui est réellement arrivé fondent le monde, garantissent sa permanence et orientent l'action humaine. Voilà ce que dit Mircea Eliade.
vous aurez constaté qu'il y a des mots qui apparaissent sous une couleur différente du noir, la couleur verte. C'est important parce que nous allons nous fonder sur ces mots pour dégager les caractéristiques essentielles du mythe. Autrement dit, c'est à partir justement de ces mots que nous allons analyser la définition. Nous passons donc à l'analyse de la définition. Alors, que dit Mircea Eliade? Il dit le mythe et le récit. Le mythe et le récit. Pas n'importe quel récit, il dit le récit des événements fabuleux. Pour montrer par là qu'il y a d'autres types de récits, mais il ne faudrait pas du tout confondre ce récit qu'est le mythe aux autres types de récits. Le récit dont il est question ici, dit Mircea Eliade, est consacré aux événements fabuleux des origines. Avant d'en arriver à cette clarification qui est importante, peut-être il est bon déjà de rappeler ce qu'est un récit. On parle de récit parce que le récit, c'est la structure du mythe, donc il est important de comprendre ce qu'est un récit. Le récit consiste toujours à mettre en relation soit des faits ou des événements. Voilà pourquoi Mircea Eliade dit le récit des événements fabuleux des origines. Les événements fabuleux des origines, pourquoi? Parce que le mythe nous situe en un temps que Mircea Eliade qualifie de temps ahistorique. Un historique, cela veut dire un temps en dehors de l'histoire des hommes. Autrement dit, un temps où les hommes n'existaient pas encore. Donc il s'agit là de ce qu'on peut appeler un temps mythique. Voilà pourquoi il dit le temps des origines, le temps des commencements fabuleux, où les hommes n'existaient pas encore. Il raconte comment, ce mythe ou ce récit, il raconte comment, vous voyez comment est mis encore en vers, parce que ceci témoigne de la dimension explicative du mythe. Les mythes cherchent toujours à expliquer non seulement le comment, mais également le pourquoi. Les mythes racontent comment, grâce aux exploits d'êtres surnaturels. Que sont ces êtres surnaturels? Ça peut être des dieux, ça peut être des héros, ça peut être également des ancêtres mythiques.